Voilà, et bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Et moi aussi, je vais très bien. Je m'appelle Pharaon 99. Ça fait vraiment très longtemps qu'on a été ensemble parce que j'étais vraiment très très occupé au projet et voilà. Après, je vais vous faire au moins un tour de cap pour que vous puissiez regarder exactement ce que j'ai pu faire. Parce que lorsque je suis très pris comme ça, j'aime pas venir dans les caméras. Voilà. Mais j'aurai l'occasion en tout cas de vous montrer tout ce que j'ai pu faire à cette absence-là. Vous serez édifiés. Je vous dis, je vous assure que vous serez édifiés. Et je suis multi-investisseur. J'investis beaucoup en Afrique, en Europe, aux États-Unis et beaucoup d'autres endroits de la planète. Voilà. Et j'ai fait. Fait l'initiative au moins d'amener beaucoup de nos frères africains de comprendre l'importance de l'investissement. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'investissement. On va un peu parler d'une vidéo qui, bon, puisqu'il y a aussi certains de mes collègues que je suis, tels que l'investisseur africain et puis aussi investir au pays, de Philippe Simon. Voilà. Donc, j'étais en train de regarder l'investisseur africain aujourd'hui. Euh, et, bon, il a eu un problème. Quand vous regardez mes vidéos passées, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Philippe parce que Philippe, entre-temps, avait eu des problèmes. Il avait été volé. Voilà. Bon, donc, je suis venu en tant qu'expert en enquête criminelle, voilà, pour pouvoir essayer de les aider. Voilà. Donc, dans ce cas aussi de M. Brakbo, et donc l'investisseur africain, j'ai regardé la vidéo et la vidéo m'a tellement touché. Donc, je m'étais dit, il faut que je lui réponds parce que tout simplement, il a demandé notre avis sur sa vidéo et l'enquête est en cours. Donc, je vais juste donner mon opinion en tant qu'expert en criminologie et aussi investisseur. Voilà, mais pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai bon, un peu essayé de détailler ce que je suis. Voilà, et on va rentrer dans le but du sujet. M'excusez beaucoup. Voilà, pour me présenter, pour essayer de rentrer dans le but du sujet, pour que vous puissiez comprendre mon analyse et aussi la crédibilité de ce que je suis en train de faire. Mon background, c'est-à-dire mon expérience. Voilà, j'ai un peu servi, j'ai servi la plus grande armée militaire au monde pendant plus de au moins 10 ans. Voilà, cette expérience militaire est là. Et aussi, en termes d'éducation, bon, j'ai un bachelor qui est en mathématiques et puis statistique, aussi un master dans le domaine des technologies, ce qu'ils appellent nouvelles technologies cloud. Et aussi, voilà, j'ai une expérience vraiment très approfondie dans le domaine de la technologie, bon, ingénieur de la technologie. Donc, tous ces deux facteurs-là peuvent nous aider un peu à comprendre les, ce, que, ce que notre compatriote a subi comme crime. Voilà. Et ce matin, j'ai vu que sa voiture était cambriolée. La portière du conducteur, du côté conducteur passager, côté conducteur a été vandalisé. Voilà, et vitre a été cassée. Et selon ses explications, Brakbo nous dit il y avait son sac qui est là-bas, qui était là-bas, et son sac a été pris. Et bon, sur l'image, tout ce que on était en train de voir sur la vidéo, effectivement, la vitre a été brisée. On voit des morceaux de vitre dans sa voiture et tout, tout, tout. Cambriolage a été vraiment effectué. Ça a été fait. Donc, il faut essayer de comprendre. Je vais donner certaines thématiques qui nous permettent pas seulement de juger négativement M. Brakbo, mais essayer de comprendre. Pour pouvoir entrer dans l'analyse de ce crime-là, il faut essayer de comprendre, puisque M. Brakbo est passé à peu près, il a fait 2 ou 3 vidéos comme ça, si je les suivais bien. Il a parlé des problèmes qu'il a actuellement en Afrique, tels que la lourdeur, la lenteur aussi administrative pour gagner des permis de construire, parce qu'il avait un projet de piscine aquatique et
et cette piscine aquatique-là en train d'être retardée à cause des lourdeurs, des lenteurs administratives de son pays pour lui de juste livrer un permis de construire. Euh, et il avait aussi souligné que ces permis de construire là, normalement, devraient être prévus parce que tout simplement, et, voilà, mais c'est une piscine, c'est pas comme un bâtiment F4 ou bien un bâtiment R+, qui doit probablement demander des étapes, des surveys, ce qu'ils appellent des surveys, pour essayer de voir l'aspect géologique. Est-ce que vraiment les bâtiments pourra soutenir les sols, ça de la composition des sols pourra soutenir cette infrastructure. Voilà, donc après ça, Pragbo aussi a un peu souligné d'autres problèmes qu'il avait au Kenya, où il avait perdu beaucoup d'argent. Et aussi, ça là, ça devient le troisième cas où il a été cambriolé. Voilà, donc quand vous mettez tout ensemble, pour quelqu'un qui a fait la criminologie, quand vous mettez tout ensemble, ça nous laisse croire que c'est un crime international. Parce que ça ne se passe pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Bon, et pour permis de construire, là, soyons un peu raisonnables, pour ce permis de construire, ça, c'est pas un crime. Bon, c'est juste des problèmes administratifs. Donc, c'est considéré comme un problème. Voilà, mais en ce qui concerne les pertes à 50 millions au niveau du Kenya et puis ce vandalisme-là, donc ces deux cas-là, donc spécialement, ça donne spécifiquement un crime international. Et quand c'est comme ça, automatiquement, la première personne qui nous intéresse là, c'est M. Brakbo lui-même. Voilà, on n'essaie pas d'abord de commencer à s'intéresser aux voleurs ou bien aux cambrioleurs ou bien on s'intéresse à M. Brakbo lui-même. Voilà, et on se dit, est-ce que, voilà, certaines questions qui viennent dans nos têtes, est-ce que Brakbo, dans son investissement, n'a pas eu des problèmes sérieux, des vrais problèmes sérieux auxquels on doit vraiment s'interroger, est-ce que l'état vraiment de son investissement, l'état de son business là, est-ce qu'il y a quelque chose en profondeur là, quelque chose n'est pas vraiment en train de se passer? Est-ce qu'il n'est pas dans un grand problème? C'est ça là-bas d'abord qu'on commence. Et lorsqu'on commence d'abord là-bas, on se demande, est-ce que tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a cité, tel que les vols au niveau de Kenya, ce cambriolage-là, est-ce que vraiment, ce n'est pas des choses qui ont été montées? Suivez-moi d'abord, ne jugez rien d'abord. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui ont été montées pour pouvoir couvrir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de son entreprise ou bien à l'intérieur de l'atmosphère de son business? Ça, c'est une question, on se demande, mais on ne dit pas que c'est véridique. Est-ce que quelque chose n'est pas en train de se passer d'une manière très, 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 très dangereuse au sein de son entreprise, l'activité de son entrepreneuriat? Est-ce que quelque chose n'est pas en train de se passer là-bas auquel où ça pousse M. Brakbo à monter ces modèles de trucs-là, soit disant, bon, j'ai été volé au Kenya ou bien j'ai été cambriolé. Bon, puisque la vitre de sa voiture, rien ne dit que ce n'est pas lui-même. Rien ne nous dit que ce n'est pas lui-même qui a monté ça. Ça, c'est l'enquête commence là-bas. Bon, maintenant, quand on sort là-bas, on va se dire que M. Brakbo, quand on suit son parcours professionnel, son parcours d'entrepreneuriat, on se dit, au moins c'est quelqu'un, il faut le respecter. Même s'il a des ennemis à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui est en train de se battre. C'est quelqu'un qui est en train d'éveiller la conscience africaine. C'est-à-dire, quand vous regardez ces vidéos, au moins, vous lui donnez ce respect-là. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir sortir dans l'eau, vouloir au moins éduquer la jeunesse africaine, éduquer notre génération à comprendre qu'il faut investir, il faut que nous croyions en nous-mêmes. Tant que nous ne croyons pas en nous-mêmes, il y aura toujours des Chinois qui vont venir, des Français qui vont venir, des Européens qui vont venir racler tous ces marchés africains-là, alors que nous sommes capables de le faire. Et quand on regarde cet aspect-là, on se dit, certainement, M. Brakbo, dans le sens d'honnêteté, vous ne va pas tout de même quand même monter tout, c'est un cirque.
qui va laisser croire qu'il a des problèmes, ou bien, voilà, un truc comme ça. Vous m'excusez beaucoup, la vidéo sera un peu longue parce que, en termes de criminologie, il faut rentrer dans tout, beaucoup d'aspects. Mais maintenant, revenons à l'affaire des 50 millions au Kenya. Bon, ça, ce serait très difficile parce que on n'a pas toutes les informations possibles. Il a juste dit ça, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Là où on peut beaucoup analyser, c'est au niveau du cambriolage de sa voiture. Voilà. Monsieur Brakbo a donné 3 scénarios. Peut-être ce sont des gens qui l'en veulent, et ce qu'il est en train de dire sur les plateformes. Et deuxième scénario, peut-être, voilà, c'est des gens peut-être qui n'ont rien à voir à M. Brakbo, mais qui sont venus juste, ils voulaient juste enlever, voilà. Ils voulaient juste venir enlever les sacs et puis s'en partir. Troisième scénario, c'est il avait limogé 2 ou 3 de ses employés. Peut-être ça peut être bon, une vengeance. Voilà. Donc, par rapport aux 3 scénarios que M. Brakbo a donné, peut-être que je vais enlever mes verres. Par rapport à ces 3 scénarios que M. Brakbo a donné, si moi j'étais de la police criminelle de la Côte d'Ivoire, un big up à tous les policiers de la Côte d'Ivoire, si moi j'étais personnellement, bon, pas seulement les policiers, hein, la gendarmerie aussi, surtout la brigade de recherche, qui sont aussi impliqués dans ce dossier-là, ce modèle de dossier. Et si moi j'étais un agent de la police criminelle ou bien j'étais au niveau de la gendarmerie, j'étais un agent au niveau de la gendarmerie de recherche dans ce genre de modèle de cas, la première chose à commencer mon enquête, c'est d'abord par les 2 employés ou bien les 3 employés qu'il a limogés, même si ça part dans une période de 3 ou 4 mois. C'est là-bas l'enquête doit commencer. Ils sont les premiers suspects. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? En Afrique, nous sommes tellement très émotionnels. Les Africains, si vous voyez ce qui nous empêche d'évoluer beaucoup là, c'est l'émotion. On est tellement très émotionnel et on a un esprit de vengeance pas possible. L'Africain, tu vas lui faire du bien. Les jours que ça ne va pas, tu dis que ça ne va pas chez toi, tu ne peux pas faire grand chose, tu deviens automatiquement son ennemi. Et j'ai dit que tu as refusé. Il juge, il prend tout personnel. L'Africain est très émotionnel et il prend tout dans le sens négatif. Donc, si M. Brakbo a renvoyé 2 de ses employés et ces gens-là n'étaient pas prêts, c'est-à-dire ces gens-là se sentent un peu nerveux par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on ne sait pas dans quel environnement, dans quelle atmosphère ils ont été limogés. S'ils ont été limogés tout simplement parce que l'entreprise ne fonctionne pas bien ou bien il y a eu des problèmes financiers au niveau de l'entreprise et qu'on veut au moins diminuer les charges de l'entreprise et qu'on a enlevé 2 ou 3 personnes comme ça pour réduire les charges, normalement, on ne doit pas avoir un cas de vengeance dans ce modèle de cas. Voilà. Ou bien si on va avoir peut-être un cas de vengeance, comme je l'ai dit, ces gens-là sont émotionnels, ils vont prendre ça d'une manière personnelle, ils vont se dire pourquoi Brakbo nous a renvoyés, tout en sachant que c'est l'entreprise même, ça ne va pas. Parce que si ça ne va pas, l'entreprise ne fonctionne pas bien, on ne peut pas tout de même continuer à payer les salaires. Il faut faire un ajustement du personnel. Donc, il y a ces côtés-là. Bon, maintenant, dans le second cas, si Brakbo a renvoyé ces gens-là d'une manière violente et que ces gens-là veulent se venger, automatiquement, on va se penser à ces gens-là. Bon, maintenant, pour pouvoir savoir exactement que ces gens-là sont impliqués, il faut d'abord essayer de comprendre la localité géographique. Est-ce que là où M. Brakbo a été vandalisé est très loin de l'entreprise où il a renvoyé ces gens-là? Il faut faire un rayon au moins de 10 km. Bon, 10 km c'est trop, au moins on va diviser ça par 2. Au moins 5 km. Un rayon, diamètre, prenons le diamètre. Un diamètre de 5 km. Voilà. Si dans la superficie de 5 km, effectivement, les personnes qui ont été renvoyées se trouvent à l'intérieur de ces 5 km-là, ça veut dire automatiquement, ces gens-là, il faut que l'enquête où la brigade de recherche là, doit beaucoup se focaliser sur ces gens-là qui ont été renvoyés. Ils seront automatiquement être impliqués dans cette affaire-là. Voilà. Donc, en termes clairs,
les premiers suspects sont des employés qu'il a renvoyés. Il faut faire des enquêtes. Mais dire ça ne veut pas automatiquement dire que c'est eux qui ont fait ça. On dit seulement que les premiers suspects, c'est eux. Parce que tout simplement, s'ils savent que M. Pragbot met ses affaires de l'autre côté, voilà un truc comme ça, ils sont les premiers suspects. Deuxième suspect, ce sont des gens qui sont dans la voiture à M. Pragbot. Voilà, M. Pragbot doit pouvoir savoir quels sont ces gens-là qu'ils prennent dans la voiture chaque fois, chaque moment, ou bien des gens qui sont un peu fréquents dans la voiture de M. Pragbot. Ils sont les deuxièmes suspects. Les deuxièmes suspects parce que tout simplement, ils connaissent là où M. Pragbot met son sac. Ce sont des gens automatiquement qui les fréquentent, des gens qui savent exactement ses mouvements, voilà, ils savent qui vraiment est M. Pragbot. Ces gens-là l'ont suivi, ils l'ont compris, ils sont dans la voiture avec lui, les arrière-pensées, et puis, voilà, c'est arrivé. Les derniers suspects, ce sont des gens qui n'ont rien à voir, mais ça, ces scénarios-là, moi, sincèrement, je ne vais pas trop prendre ça. Voilà, des gens qui n'ont rien à voir avec M. Pragbot, qui sont venus, voilà, et juste sauter là. Et puis, là où les vitres est cassée, là, quand vous regardez très attentivement, un bon voleur ne va pas casser les vitres là où ça s'est cassé. Un bon voleur va casser les vitres là où il y a les chauffeurs, partie chauffeur ou bien partie et l'autre là, passager. Voilà, parce que ces vitres-là, quand vous regardez vitres teintées là, les modèles, les côtés vitres claires là, c'est ça qui est facile à casser. Parce que la plupart, automatiquement, ce qui vient dans la tête du voleur, quand il regarde la voiture, les vitres là sont divisées, l'autre partie est claire, l'autre partie est teintée. Ce qui vient automatiquement dans la tête du voleur, c'est la partie la plus simple à briser, c'est la partie claire. Donc, il allait viser la partie passager ou bien la partie du chauffeur, casser ça. Parce que c'est ça qui est très facile à casser. Mais il ne va pas aller tout. Simplement être très, très spécifique sur là où il faut casser ou là où même les sacs se trouvent. Donc, il faut comprendre ça, que ce n'est pas un vol isolé. Ce n'est pas un vol isolé. C'est vrai, ça pouvait être un vol isolé, mais bon, à cause des fêtes qui arrivent, il y a du vandalisme, les gens veulent se faire l'argent à tout prix pour préparer leur fête. C'est possible. Mais la personne qui a fait ça avec une telle précision-là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec M. Pragbot. Ce n'est pas quelqu'un de simple. Voilà. Donc, en tant qu'expert, je vous ai donné tous ces paramètres-là de comprendre. Qui a vandalisé M. Pragbot? Ce sont des gens qui le connaissent. Ça ne doit pas être ses ennemis. Moi, j'écarte aussi cette partie-là. Et quand je dis ennemis, des gens qui l'en veulent parce qu'il a réussi, je ne pense pas que c'est ses côtés. Ce sont des gens qui connaissent M. Pragbot, qui sont dans le besoin et qui ont fait ces trucs-là. M. Pragbot, il ne faut pas que vous allez perdre le temps. Ces vols-là, ce sont des gens qui sont dans la voiture avec vous, qui sont deuxième suspects. Les premiers suspects, ce sont des gens que vous avez renvoyés. Point. Il ne faut pas donner un champ de recherche trop vague à la police pour perdre le temps. Voilà les deux suspects. Et ce sont ces deux suspects-là que vous allez arrêter. J'ai dit ça parce que je suis un expert. Je vous dis ça parce que j'ai tenu compte de l'environnement auquel la chose s'est opérée. J'ai tenu compte de la géographie. J'ai tenu aussi compte de la précision de ces vols-là. Voilà. Donc, ce sont ces facteurs qui nous aident à déterminer exactement qui a opéré ces vols. Maintenant, pour terminer, je sais que la vidéo a été un peu très longue, 20 minutes. Pour terminer, M. Pragbot, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Et c'est vrai, quand je vous parle d'ingénieurs de technologie, moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir que dans ce 21e siècle-là, on a toujours la possibilité de voler le téléphone de quelqu'un sans qu'on l'attrape, sans qu'on attrape les voleurs. Dans ce 21e siècle-là, en tant qu'ingénieur de technologie, moi, ça me déchire quand j'entends ces genres de trucs-là. Quand j'entends l'ordinateur de quelqu'un a été volé, le téléphone de quelqu'un a été volé, tout ce qu'ils appellent Internet of Things, c'est-à-dire en anglais IoT, c'est-à-dire Internet of Things. Ça peut être téléphone, ça peut être voilà, notebook, ça peut être quoi, et bon, je ne sais pas, tout ce qui est électronique.
Moi, ça me déchire le cœur d'entendre que ces gens de trucs-là ont été volés. Je vous assure, si quelqu'un vole moi mon téléphone aujourd'hui, à l'heure instant que je suis en train de faire la vidéo, la personne, il s'est donné les champs libres d'aller en prison parce qu'il sait qu'il va l'attraper. C'est-à-dire, moi, je lui donne seulement, peut-être, si c'est trop, je lui donne 30 minutes. 30 minutes, je sais exactement qui a volé ce téléphone. Je sais exactement où mon téléphone se trouve. Même si mon aspect de géolocalisation, là, mon paramètre de géolocalisation là, n'est pas activé. C'est simple. C'est simple. Les téléphones sont faits de telle sorte qu'avec une telle intelligence, que tout ce qui se trouve à l'intérieur du téléphone là est traçable. On peut tracer le téléphone, même si vous n'avez pas de puces, des réseaux téléphoniques, des télécommunications, des puces de télécommunications qui peuvent résoudre ces réseaux-là. Téléphone simple qui vient d'être acheté au marché sortir là, si moi j'ouvre derrière le téléphone et je referme, ou bien même si je n'ai pas pu sur tous les iPhones, mais si je juste allumer et puis regarder les paramètres de sécurité du téléphone, voler mon téléphone, je peux même jeter ça en cours de route. Il faut prendre ça. 30 minutes, moi, je peux savoir exactement où mon téléphone se trouve. Même si, je vous dis, les paramètres de géolocalisation n'est pas activé. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, les chips, les microprocesseurs, les petits trucs qui se trouvent à l'intérieur du téléphone sont traçables aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre que dans ce 21e siècle, on peut toujours voler le téléphone de quelqu'un et puis s'en sortir. Mais quand vous parlez d'ordinateur, mais à ce moment, ça devient la plus simple de la planète. De savoir immédiatement où se trouve mon ordinateur. Parce que pour l'ordinateur, pourquoi j'ai dit que l'ordinateur est plus simple? Parce que l'ordinateur, il est très compliqué. Il y a ces configurations-là. C'est très compliqué à un voleur même de rentrer dans ces configurations parce qu'il n'en connaît pas. Il ne sait même pas. Parce que je ne vais pas tout dire ici. Si je dis tout ici, bon, les voleurs, bon, ils vont savoir exactement où aller. Sinon, ce n'est pas simple méthode de technologie qui vous permet de savoir où se trouve votre ordinateur. De la désactiver à la seconde près. Désactiver. Même si les gars a changé votre mot de passe d'entrée, ça c'est ce qui est un paramètre de sécurité primaire. Même s'il a désactivé ou bien enlevé cet aspect de bloquer votre écran ou bien des trucs. Même s'il a fait ça, en un moins rien seconde de temps, moi je verrouille tout l'ordinateur. Je reste à distance, je verrouille tout l'ordinateur, ou bien même je bloque tout, l'ordinateur ne fonctionne plus. Tous les touches du clavier là, tout est bloqué, je bloque tout. Ça, c'est la première chose que j'allais faire. J'allais bloquer tous les touches de l'ordinateur. Parce qu'une fois que les touches de l'ordinateur sont bloquées, il va vendre ça comment? Il va vendre ça comment? Quelqu'un va venir, ok, je vais, bon, voilà, il veut vous vendre un ordinateur. Mais vous prenez l'ordinateur, rien même, les touches ne fonctionnent pas. Aucune touche ne fonctionne. C'est-à-dire, tous les keyboards là, vous avez tout bloqué. Mais il va vendre ça comment? Qui va l'acheter? Voilà. Ou bien, deuxième chose, c'est de détruire. Si vous savez que ce que vous avez là est tellement très important, les données que vous avez, c'est tellement très important et que la personne a ça et que vous savez que vous pouvez détenir une copie de ces trucs-là, de ces données-là ailleurs, il faut détruire votre électronique, votre électronique. Il faut détruire ça. Et c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple à aller ici. Vous détruisez tout votre ordinateur. Donc, l'ordinateur ne va même pas s'allumer. N'en parlons même pas aux touches bloquées. L'ordinateur est détruit. Vous voyez, tous les noyaux centraux de l'ordinateur, vous détruisez ça. Et lorsque vous détruisez ça, mais l'ordinateur même ne va même pas s'allumer. Mais la personne va vendre ça comment? À moins d'aller vendre, l'ordinateur ne devient plus utile. Il va vendre ça comment? Dernière chose que je veux dire à M. Philippe et ceux qui m'écoutent. Moi, ça me fait mal dans cette histoire quand j'entends que sa valise est perdue avec une grosse somme d'argent. Mais il ne faut pas vous promener à l'argent dans cette... À moins que vous voulez aller payer vos employés au chantier, ça, on peut comprendre ça. Si vous voulez aller payer vos employés au chantier, mais je peux comprendre ça, mais ça aussi, ça ne se fait plus. Les employés, ils ont un patron, un superviseur qui vient au bureau chercher l'argent. L'argent ne se promène pas dans un sac, M. Brakpo. Deuxième chose, vos données, vous avez dit que vous avez beaucoup de données, mais c'est pour cela quand je vous parle de cloud, c'est-à-dire les storage, c'est ce qu'ils appellent, voilà, bon, en anglais, et bon, en français ça m'échappe. Hein? Nous sommes spécialistes des grandes données.
Et quand j'entends que quelqu'un a perdu ses données parce que, voilà, la mémoire, tous ces trucs étaient dans l'ordinateur, mais moi, c'est des mots de tête. En ce 21e siècle, ne sauvegardez plus quelque chose dans votre ordinateur. Tous ces storage dans les clouds, dans les virtual machines, ce qu'ils appellent les virtual machines. Tout est sauvegardé dans vos virtual machines. Créez une box. Créez votre box et vous gardez tous vos données. D'ailleurs, même ça on n'a plus besoin de limite de gigas ou bien de limite de quoi, de storage. Créez votre box et maintenant vous allez garder n'importe quel endroit de la planète. Vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur, de votre propre ordinateur personnel. Vous arrivez à n'importe quel endroit, vous rentrez dans votre box, vous avez tous vos données. C'est sauvegardé, c'est dans les nuages, c'est ce qu'on appelle les clouds. C'est dans les nuages. Voilà. Donc, à ce moment, rien vos projets, les trucs qu'on sort, vos plans de projets, vos trucs, tout c'est sauvegardé dans les nuages, dans les clouds en anglais. Donc, quelqu'un qui part voler ça, un objet physique, l'ordinateur ou bien un téléphone, mais il est en train de perdre son temps. Il perd son temps. La personne perd son temps. Vous voyez? Donc, parce que vos données essentielles sont dans les clouds, dans des virtual machines, dans des machines virtuelles. Vous n'avez plus besoin d'un ordinateur physique. Avant, on parlait des clés USB, après on parle de mémoire d'ordinateur, des trucs, garder des fichiers, mais aujourd'hui, on ne parle plus ça, on a dépassé ça il y a longtemps. On a dépassé ça il y a longtemps. Maintenant, pour finir, parce qu'on est en train d'atteindre presque 30 minutes, pour finir, je vais dire aux autorités ivoiriennes, la police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, si vous avez besoin de solutions qui peuvent vous aider dans les cas de criminologie, mais veuillez me contacter. Veuillez me contacter. Parce que je peux faire de la Côte d'Ivoire, l'une des hubs de la technologie. Et quand on dit une des hubs de la technologie, ça veut dire que on va résoudre maintenant les cas de criminologie, les cas de crimes à travers la technologie. Et ça va devenir encore plus simple et moins compliqué. Je demande au gouvernement ivoirien, s'il m'entend, de me contacter parce que je suis expert des grandes données. Et je suis expert dans des nouvelles technologies. Donc, en tout ce qui concerne les mots de tête sur la résolution des crimes, je peux vous aider. Et maintenant, on peut commencer à implémenter ce qu'ils appellent fingerprint. C'est-à-dire, tout ce que les gens touchent là peut être configuré comme une donnée. Par exemple, quelqu'un qui est allé casser les vitres de Prapo, il a attrapé la voiture, il a attrapé les trucs, il a laissé des empreintes digitales. Ça, là, déjà, on peut l'attraper. Moins de 24 heures. Vous voyez, dans tous ces trucs de système d'empreintes digitales, là, on peut implémenter ça sur les cartes d'identité. Si vous êtes voleur et que vous partez vous voler quelque part, vous allez laisser vos traces. On va prendre vos traces là pour pouvoir savoir exactement l'auteur qui a commis ce crime-là. À ce moment, le cas de M. Prapo allait être résolu en moins d'un jour. Parce que les voleurs vont toujours laisser des traces, ça c'est clair. Ils vont toujours laisser des traces. Donc, je supplie le gouvernement américain et le gouvernement ivoirien de me contacter le plus vite possible pour que je puisse les donner des solutions de transformation digitale. Je vais configurer les systèmes ivoiriens, je vais les aider. Je sais aussi, il y a des grands experts ivoiriens qui sont dans le domaine, mais je peux juste donner ce que je sais faire à l'État ivoirien. Les aider avec leurs données, et ce que ça peut être donné au niveau de l'urbanisme, donné au niveau de la criminologie, domaine social, donc tout ça là, la technologie peut résoudre tous ces cas-là. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo en 30 minutes. Venez partager cette vidéo pour que M. Prapo puisse avoir la solution à son problème. On te soutient beaucoup, M. Prapo. Sache que nous sommes derrière toi. Nous allons t'encourager, nous allons t'accompagner. Quoi qu'il en soit, l'Afrique, on va toujours investir. Quel que soit le problème, on va toujours investir. Un dernier mot à tous mes frères africains. Si vous voulez, si vous détruisez ce qu'on est en train de construire, le mal là, ce n'est pas seulement nous que vous faites le mal. Vous êtes en train de détruire tout ce qu'on est en train de faire de bien. Ça peut être vos frères, votre grand frère aura besoin de travailler un jour. Si vous avez déjà volé, vous avez déjà détruit, votre grand frère va se retrouver sans emploi, ou bien votre petit frère va se retrouver sans emploi.
c'est la pauvreté. Ça cause des problèmes de pauvreté dans nos sociétés. Les vols là, évitez. Si vous êtes dans les besoins, demandez. Posez des questions. Nous sommes dans un aspect de mondialisation et de la transformation digitale. Posez vos problèmes sur Facebook. Les gens vont vous répondre. Posez vos problèmes sur les TikTok, sur les Twitter. Il y a toutes ces plateformes qui sont là. Évitez de voler, car vous êtes en train de tirer une balle sur votre propre pied. Je répète ça pour finir. Arrêtez, évitez de voler. Parce que vous êtes en train de vous tirer une balle sur les pieds. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Merci et passez une excellente journée. Abonnez-vous massivement et partagez cette vidéo. Bye bye.